Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à la deuxième partie du chapitre 4 du cours Éthique, sciences, histoire et société. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux normes sociales de la science, à l'épistémologie des sciences humaines, aux problèmes de la démarcation et à la production du consensus scientifique. Alors commençons par les normes sociales de la science. La science moderne implique un travail collectif et repose donc sur le respect de normes sociales. En 1942, dans son article « La structure normative de la science », le sociologiste Robert K. Merton, qui est considéré comme le père de la sociologie des sciences, a identifié 4 impératifs institutionnels formant l'idéal de la communauté scientifique, ce qu'il a appelé son ethos, donc l'ensemble des caractères communs à un groupe d'individus appartenant à une même communauté. Donc le premier de ces impératifs est le communalisme, donc la mise en commun des ressources, la libre circulation des résultats scientifiques. Le deuxième est l'universalisme, c'est-à-dire le rejet des biais culturels d'origine ethnique, religieuse, idéologique. Donc l'idée est de neutraliser principalement les biais sociaux. Le troisième impératif est le scepticisme organisé. On va voir qu'il s'incarne dans ce qu'on appelle le peer reviewing, la critique des travaux scientifiques par les pairs. L'idée est également de neutraliser les biais. Le quatrième et dernier impératif est le désintérêt. L'idée est que le chercheur ne doit pas rechercher son profit personnel par son activité de recherche. Je cite Robert K. Merton, « La poursuite de la science est culturellement définie comme étant avant tout une recherche désintéressée de la vérité et seulement secondairement un moyen de gagner sa vie. » Évidemment, c'est une position très utopiste, mais je rappelle que ce sont des idéaux. Alors concernant la critique par les pairs, donc la manière dont on doit critiquer un travail scientifique, Merton va beaucoup insister sur le fait que, je le cite ici, « l'acceptation ou le rejet des revendications figurant sur les listes de la science ne dépendra pas des attributs personnels ou sociaux de leur protagoniste. Sa race, sa nationalité, sa religion, sa classe et ses qualités personnelles sont en soi sans pertinence. » Donc, ce que Merton souligne ici, c'est le fait que quand on critique un travail scientifique, on doit se focaliser sur le travail scientifique lui-même et non pas sur l'identité sociale, genre, position politique et ainsi de suite, de celui qui a produit le travail. Alors évidemment, je reviendrai sur ce point, cette vision très universaliste a été fortement critiquée par le courant constructiviste, qui considère que l'identité, donc le genre, la race et ainsi de suite du chercheur, détermine en grande partie son discours et doit donc être pris en considération. Alors d'autres auteurs que Merton, bien évidemment, ont souligné l'aspect social de la recherche scientifique et la nécessité que des normes sociales bien définies encadrent les activités scientifiques. Donc, par exemple, en 1962, l'épistémologue Michael Pognali a souligné que la science n'est pas simplement une accumulation de faits, mais plutôt un processus dynamique de découverte et de communication qui est réalisé au sein d'une communauté scientifique autonome parce que régie par ses propres normes. Il a donc introduit le principe d'une république de la science pour souligner le besoin d'autonomie de la communauté scientifique. Donc Pognali souligne notamment les dangers d'une politisation de la science, l'importance de la rigueur méthodologique, de l'intégrité, de l'honnêteté des chercheurs, de la recherche d'objectivité et de la nécessaire liberté intellectuelle qui doit être accordée aux scientifiques. Alors, le prix Nobel de médecine André Cournant a également essayé de formaliser les principales normes de l'activité scientifique. Donc il faisait le constat en 1977
que la science est de plus en plus mise sous pression par la société. Et donc il va reprendre et développer les normes mertoniennes sous une forme un peu plus moderne. Donc pour lui, l'important est la tolérance, l'idée d'accepter les nouvelles idées, l'engagement désintéressé, l'esprit communautaire, c'est-à-dire le partage du savoir entre les scientifiques, l'intégrité intellectuelle et l'objectivité, donc toujours le rejet des biais, et le fait de douter des certitudes, de pouvoir reconnaître des erreurs, donc rejet du dogmatisme. Donc toutes ces normes édictées par ces auteurs visent en fait à favoriser la coopération entre chercheurs, qui est indispensable pour la pratique de la science moderne, et visent également à réduire les biais. Donc, j'insiste sur le fait que la méthodologie scientifique moderne, en tout cas dans la vision réaliste des sciences naturelles, reconnaît bien explicitement l'existence de biais sociaux, qu'ils soient religieux, politiques, philosophiques, genre, et ainsi de suite. Mais elle essaye de les neutraliser par différents moyens. Le peer reviewing, donc l'analyse critique des publications scientifiques par les pairs avant publication, et également post-publication via la reproductibilité des expériences et des travaux scientifiques. On va développer ces différents points. Donc l'universalité pour le courant réaliste, ce n'est pas une propriété intrinsèque de la science, j'insiste beaucoup là-dessus. Elle ne peut être atteinte que par une critique et par une vérification des travaux scientifiques par les pairs. Alors l'examen critique par les pairs, qu'est-ce que c'est? On parle généralement de peer reviewing en anglais. Donc c'est le fait que, suite à la soumission d'un article scientifique à une revue, à un éditeur, cet article va être examiné par plusieurs examinateurs, généralement anonymes. Donc déjà le fait de recourir à plusieurs examinateurs, l'idée est d'avoir des examinateurs qui présenteraient des biais sociaux différents, et donc, par cette diversité d'examinateurs, de neutraliser en partie ces biais. Alors le processus peut être long et complexe, donc l'article est soumis à un éditeur qui va d'abord vérifier de manière globale si l'article correspond bien à la revue à laquelle il est soumis. Ensuite, cet éditeur va sélectionner plusieurs reviewers anonymes, donc plusieurs experts anonymes qui vont analyser l'article. Il va les envoyer à ces reviewers, leur laisser un certain délai, plusieurs semaines généralement, pour lire l'article et le critiquer. Si l'article n'est pas rejeté par les reviewers vont produire une critique. Cette critique, l'auteur de l'article ou les auteurs devront y répondre. Devront donc envoyer une modification de leur article avec une réponse aux reviewers. Les reviewers jugeront de la qualité de la réponse ainsi que l'éditeur. Et sur cette base-là, ils décideront soit d'accepter l'article, soit éventuellement de demander de nouvelles révisions. Donc, c'est un processus qui peut être très long, entre 3 mois et même parfois une année. Alors il va de soi que la critique scientifique exclut les arguments d'autorité, les arguments liés à l'identité et les arguments liés à l'acceptation par le plus grand nombre. Je rappelle que la science n'est pas une démocratie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, les interactions sociales sont bien un élément clé du processus de la validation des connaissances. Les travaux d'un chercheur sont évalués par la communauté scientifique avant la publication et souvent également après publication. Parce que ce sont les citations qui seront faites du travail qui lui donneront une certaine visibilité, et il est également possible que certains articles soient écrits pour critiquer des articles précédemment publiés. Donc ça mène à un principe très important, le fait que le scientifique doit accepter les critiques. Il ne doit pas considérer les critiques comme des attaques personnelles. Ce qui est quelque chose qui n'est pas évident du tout et qui s'apprend. Il faut apprendre, après avoir fait un grand travail
expérimentale ou observationnelle, une grande synthèse, à faire face à des critiques qui vont parfois remettre en cause plusieurs années de travail. Il faut être capable de les accepter, de les intégrer et d'essayer d'en tirer parti. Alors le deuxième grand type de validation, de vérification du travail scientifique, c'est la vérification par les pairs. Donc ça passe notamment par la reproductibilité des observateurs, par des examinateurs différents et dans des modèles différents. Alors, cette étape n'est pas systématique, c'est-à-dire que personne ne va systématiquement essayer de reproduire des données d'observation ou des données d'expérience. Mais des chercheurs dans le monde travaillent généralement sur des sujets similaires et donc vont produire également des études. Et donc c'est la comparaison entre les résultats obtenus dans différentes études observationnelles ou différents modèles expérimentaux qui va permettre progressivement de valider les données publiées. Donc je souligne bien qu'il faut de nombreuses études différentes pour construire un fait scientifique. Un fait scientifique va rarement être produit par un seul groupe qui va produire un ou deux articles scientifiques pour décrire ce fait. Bien souvent, ce sont des dizaines de groupes qui participent via une multitude de publications à la construction d'un fait scientifique en tant que tel. Donc, la recherche scientifique moderne, c'est une entreprise communautaire, qui implique la communauté scientifique, qui nécessite le respect de normes sociales visant à favoriser la coopération entre scientifiques et le rejet des biais et des erreurs. Donc, parmi ces normes, on va retrouver le communalisme, donc la mise en commun des ressources, l'universalisme, le désintérêt, le scepticisme organisé, la rigueur méthodologique, l'honnêteté, la liberté intellectuelle. Je vais encore souligner que la science moderne fait de la confrontation avec le réel, observation, expérimentation, l'arbitre de la connaissance, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais cette confrontation, elle prend souvent principalement la forme d'une critique permanente par les pairs. Donc c'est surtout le scepticisme organisé qui va représenter une forme de confrontation directe entre les travaux scientifiques et le réel. Et ce scepticisme organisé, évidemment, il se caractérise par un rejet du dogmatisme, une tentative d'élimination progressive des biais et des erreurs méthodologiques, et évidemment des fraudes. Alors passons maintenant brièvement à l'épistémologie des sciences humaines. Alors ce cours étant destiné à des étudiants en sciences naturelles, je ne vais pas approfondir cette partie, je vais principalement me contenter de résumer ces principaux traits et de souligner ce qui est le plus différent par rapport à l'épistémologie des sciences naturelles. Donc il faut d'abord commencer par souligner que les sciences humaines, c'est-à-dire les sciences sociales, les sciences politiques, les sciences économiques, la sociologie, sont confrontées, comme la biologie, au problème de la complexité des phénomènes qu'elles étudient, mais elles sont aussi confrontées à plusieurs problèmes spécifiques. Donc le premier, c'est l'absence d'expérimentation ou de développement technologique permettant de confronter une théorie à la réalité. Donc ça empêche une réfutation des théories. Donc il existe souvent en sciences humaines une pluralité de théories concurrentes pour expliquer chaque phénomène. Le deuxième problème spécifique, c'est que les théories en sciences humaines peuvent influencer la réalité. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. La société peut changer au fur et à mesure qu'on l'étudie, parce qu'elle va réincorporer dans son fonctionnement les interprétations produites par les théoriciens des sciences humaines. Donc ça, c'est un problème très très spécifique. Alors un bref historique. Je veux simplement souligner ici que les sciences humaines sont des disciplines très récentes par rapport notamment aux sciences naturelles. Donc dans son cours de philosophie positive, qui date de 1830-1842, c'est Auguste Comte qui a introduit le concept de sciences sociales.
sous le nom de physique sociale, avant d'adopter le terme général de sociologie. Et donc Comte affirme que la sociologie doit s'inspirer des méthodes des sciences naturelles pour étudier les phénomènes sociaux. Donc Auguste Comte est considéré comme un des fondateurs de cette discipline. Alors fortement inspiré par le positivisme de Comte, Émile Durkheim va créer la revue L'année sociologique en 1898. Donc il est considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Il lui a donné son autonomie scientifique en la distinguant de la psychologie par l'introduction du concept de fait social, qui désigne une manière d'agir, de penser ou de sentir qui est collective, c'est-à-dire extérieure aux individus, et qui s'impose à eux avec une certaine contrainte. Donc, au départ, les sciences humaines vont être assez fortement influencées par la vision positiviste. Mais bien qu'elle ait été fondée sur une épistémologie positiviste, la sociologie est, depuis les années, je dirais 1970-80, fortement influencée par l'épistémologie constructiviste. Donc l'idée d'une réalité préexistante et objective indépendante des individus est considérée comme étant du réalisme naïf, et elle est rejetée au profit de l'idée que la réalité est une construction sociale. C'est le principe du constructivisme. De plus, de nombreux auteurs ont légitimé les approches militantes en recherche, qui sont en rupture avec l'idéal réaliste d'une science libre de valeurs ou neutre. Donc je vous renvoie ici au chapitre 3.4 sur le constructivisme. Donc l'épistémologie naturaliste et physicaliste des sciences de la vie, qui s'incarne dans le mouvement réaliste, et les méthodes qui y sont liées, sont donc rarement adoptées par les chercheurs en sciences humaines qui ont développé leurs propres normes et méthodes. Alors il existe une grande diversité de pratiques. Et donc ici, je vais me focaliser sur les pratiques liées au constructivisme, et je me focalise sur elles parce qu'elles sont très différentes de l'approche réaliste. Je ne suis pas du tout en train de dire que tous les chercheurs travaillant en sciences humaines adoptent une approche constructiviste. Mais je vais simplement ici parler de ce courant bien particulier, parce qu'il est très différent du courant réaliste. Donc la méthode scientifique constructiviste, donc j'en ai déjà un peu parlé quand j'ai parlé de la conception du savoir pour les constructivistes. Donc une des idées maîtresses, c'est qu'une plus grande objectivité serait atteinte en adoptant une position critique, c'est-à-dire en prenant en compte la situation sociale, en termes de genre, en termes de position géographique, de l'auteur produisant des connaissances scientifiques, et en adoptant également une diversité de points de vue. Donc c'est en prenant conscience de la situation du savant et du lieu d'où il parle que l'on a des chances d'atteindre une grande objectivité. Donc certains chercheurs vont adopter le principe, que je résume ici, même s'il y a plusieurs termes différents pour le désigner, le principe du privilège épistémique, qui découle de l'appartenance au prolétariat. La nature du prolétariat variant en fonction de l'auteur. Donc les marxistes, les féministes, les décoloniaux vont avoir des visions différentes du prolétariat. Un autre point important également, c'est la nécessité d'une prise en compte de l'expérience personnelle, donc du ressenti, du subjectif, et également des savoirs locaux, qu'on peut aussi qualifier d'indigènes. Donc, plus les savants viennent d'horizons sociaux différents, plus les perspectives scientifiques qu'ils adoptent ont de chances d'être variées. Et donc, ce que prône la méthode scientifique constructiviste, c'est la construction de connaissances objectives sur base d'une diversité de points de vue. La diversité de points de vue étant souvent considérée comme une diversité d'identité. Donc, une diversité en termes de genre, en termes de position politique, idéologique, en termes géographiques également.
Un point important aussi est le fait que les constructivistes considèrent que politique et science sont interconnectés. Donc, de ce point de vue, le militantisme politique fait légitimement partie de la production de connaissances. Donc, dans l'approche constructiviste, on abandonne l'idéal d'une science neutre au profit notamment de la justice sociale ou de la libération des peuples colonisés, par exemple. Et donc sur ces bases-là, la trop grande homogénéité en sexe, race, origine socio-économique et géographique de la communauté scientifique et de la communauté universitaire est jugée problématique. Donc beaucoup de militants de ce courant appellent à une discrimination positive afin de favoriser la présence de plus de femmes, de plus d'individus racisés et de membres des minorités sexuelles dans les universités et les laboratoires. C'est une demande qui maintenant devient récurrente dans toute une série d'articles depuis à peu près les années 1920. Alors certains éditeurs de journaux vont encore plus loin en proposant d'inclure dans les critères d'acceptation des articles scientifiques le respect de certains principes de justice sociale. Donc ça a été le cas par exemple de la revue Nature Human Behavior. Donc en 2022, son éditrice en chef a publié un éditorial intitulé « La science doit respecter la dignité et les droits de tous les humains ». Donc elle y affirme que la science a trop longtemps été complice de la perpétuation des inégalités structurelles et de la discrimination dans la société, je la cite, et qu'en conséquence, un contrôle éthique du contenu des articles scientifiques sera adopté par son journal. Et donc si le contenu d'un article est susceptible de porter préjudice à une communauté, je dis bien susceptible, il pourra être refusé ou rétracté. Donc ça, c'est évidemment une rupture très claire par rapport au principe mertonien notamment d'évaluation des travaux scientifiques qui doit être basé sur l'approche la plus neutre possible. Quand on prend en compte les principes de la justice sociale pour évaluer un travail scientifique, on n'est évidemment pas neutre. Et donc, ce choix de la revue Nature Human Behavior a été critiqué de la part par de nombreux chercheurs renommés, donc par exemple Steven Pinker, qui a estimé que ce journal abandonnait, entre guillemets, le peer reviewing scientifique. Alors, quelles sont les principales critiques, limitations de la méthode constructiviste ? Alors, le premier point, c'est qu'il y a relativement peu de preuves démontrant que le sexe, le genre et la race affectent la production de connaissances, notamment en sciences naturelles. Sauf quand le sexe, le genre et la race sont spécifiquement les objets d'étude. Donc les principaux exemples disponibles dans la littérature féministe, ça va par exemple être la théorie de l'infériorité cognitive des femmes, qui est basée sur des mesures du crâne du XIXe siècle, qui est clairement une théorie extrêmement sexiste. Il y a également ce qu'on appelle la saga du sperme, donc l'idée que les spermatozoïdes sont actifs et l'ovule passif. C'est aussi une vision qui a été totalement invalidée et qui a vraisemblablement été le résultat d'un biais cognitif des chercheurs masculins qui ont réalisé ces recherches. Il y a également les études sur la différenciation sexuelle en endocrinologie, qui seraient basées sur l'existence de seulement 2 sexes biologiques. Alors, ce dernier point est activement contesté par de très nombreux chercheurs en biologie. Donc, ici, il faut souligner que l'affirmation qui est généralement présentée comme une généralité par les constructivistes que le sexe, le genre et la race affectent systématiquement la production du savoir, cette affirmation est tout à fait vraie dans une série de cas, mais ce qui pose problème, c'est la généralisation de ce principe. L'idée que le sexe, le genre, la race et ainsi de suite affecterait forcément la production de toute connaissance scientifique. Donc, il a été affirmé par toute une série d'auteurs que certains faits sont indépendants du sexe, du genre et de la race de l'observateur.
Donc Erasim Kohak, un philosophe tchèque, a produit une métaphore un peu humoristique pour souligner ça, qui s'illustre notamment par le fait que les balles de tennis ne rentrent pas dans les bouteilles de vin. Donc je le cite, « Quand j'essaye sans succès de presser une balle de tennis dans une bouteille de vin, je n'ai pas besoin d'essayer plusieurs bouteilles de vin et plusieurs balles de tennis avant que, en utilisant les canons d'induction de Mill, j'arrive inductivement à l'hypothèse que les balles de tennis ne rentrent pas dans les bouteilles de vin. » Nous sommes maintenant en mesure d'inverser les rôles sur les affirmations postmodernisme du relativisme culturel et de demander « Si je juge que les balles de tennis ne rentrent pas dans les bouteilles de vin, pouvez-vous montrer précisément comment il se fait que mon sexe, ma situation historique et spatiale, ma classe, mon ethnie, etc. sapent l'objectivité de ce jugement ?» Donc ici c'est présenté de manière un peu humoristique, mais beaucoup d'auteurs ont souligné que les affirmations des constructivistes qu'il existerait des biais systématiques provenant du sexe, du genre, de la race, sont exagérés. Qu'ils proviennent en fait de cas particuliers et qu'on ne doit pas les généraliser à l'ensemble de la production du savoir. Alors un autre problème, c'est qu'en acceptant que des valeurs non épistémiques, donc la morale, la politique, la religion, ainsi que l'expérience personnelle, donc le ressenti, qui est nécessairement subjectif, participent au processus de production de la connaissance, et bien évidemment, les connaissances scientifiques ne peuvent plus être considérées comme neutres et objectives. Un autre problème, c'est aussi qu'en faisant du militantisme politique une composante du travail de recherche et d'enseignement, et bien évidemment, on politise les scientifiques. Et donc on en arrive d'une certaine manière à délégitimer la place de la science dans, par exemple, la gouvernance, parce que la science devient alors la représentante d'une idéologie politique. Il faut aussi souligner que le constructivisme, s'il combat les idéologies racistes et sexistes, il n'exclut pas l'influence des idéologies politiques et religieuses. Il va simplement espérer que celles-ci se neutraliseront réciproquement. Et cette neutralisation, elle n'est possible que si ces influences sont à peu près le même poids. Or, c'est très rarement le cas. Dans un pays, vous avez souvent une idéologie politique ou une idéologie religieuse qui domine. Donc l'idée qu'elle se neutraliserait elle-même est un peu utopiste et illusoire. Alors le constructivisme ne fournit guère d'indications non plus sur la manière de concilier des positions ou des ressentis qui seraient contradictoires, si ce n'est en leur permettant de coexister au nom de la pluralité de points de vue. Donc il n'y a pas véritablement de manière de trancher entre différentes théories scientifiques, entre différents points de vue, comme le fournit le courant réaliste, notamment via l'expérimentation. En pratique, il faut aussi souligner qu'il est difficile, voire impossible, de réunir une diversité d'experts pour examiner et critiquer chaque article scientifique, comme le recommande par exemple le principe d'une objectivité sociale et procéduriale de Longino, une académique féministe. Donc, j'en ai déjà parlé, le peer reviewing, l'analyse critique par les pairs, ça implique en général 2 ou 3 experts. 2-3 experts, c'est évidemment tout à fait insuffisant pour réunir une diversité de points de vue liés au sexe, au genre, à la race, à la position politique, philosophique, à la position géographique, et ainsi de suite. Il faudrait des dizaines, voire des centaines d'experts pour représenter cette fameuse diversité et évaluer chaque travail scientifique. Ça, c'est évidemment totalement impossible en pratique. Alors, ce qui soulève le plus de problèmes et qui entretient, je dirais, certains conflits, certaines animosités entre les sciences naturelles et les sciences humaines, c'est le fait que bien souvent, les épistémologies féministes et postcoloniales n'entendent pas se limiter aux sciences humaines. Elles vont également essayer de changer les normes dans les sciences naturelles. Donc je présente ici quelques exemples brièvement, vous pouvez lire, je dirais, consulter les articles en ligne desquels je m'inspire.
Donc par exemple, ici dans ce premier exemple, c'est la physique qui est visée. Donc l'auteur va par exemple affirmer que la race et l'ethnicité ont un impact sur les résultats épistémiques en physique. Donc elle affirme par exemple que l'empirisme blanc est le phénomène selon lequel seuls les blancs, en particulier les hommes blancs, sont perçus comme ayant une capacité fondamentale à l'objectivité, tandis que les personnes noires, en particulier les femmes noires, sont construites comme une altérité ontologique. Donc parce que l'empirisme blanc contrevient aux principes fondamentaux de la physique moderne, par exemple la covariance et la relativité, il a un impact négatif sur les résultats scientifiques et nuit aux personnes qui sont altérées. Donc, c'est difficile de résumer l'article, il est assez complexe, mais l'idée défendue ici, c'est bien que l'identité d'un individu, sa race, son sexe, vont influer sur ce qu'il produit comme connaissance. Et donc on va retrouver également, dans le domaine de la biologie, certains chercheurs, certains recteurs d'université qui vont essayer de promouvoir des sciences qui seront par exemple féministes. Par exemple, l'université de Wisconsin-Madison va ouvrir une chaire, entre guillemets, dédiée à la biologie féministe. Donc l'idée est de développer de nouvelles théories et méthodes en biologie qui reflèteraient les approches épistémiques féministes. Et un dernier exemple, par exemple pour la médecine et le problème des pseudosciences. Donc ici il s'agit d'un auteur qui est une anthropologue et qui va s'intéresser à l'approche anthropologique inspirée du constructivisme des pseudosciences. Je la cite. Donc il est proposé que la promotion de modes de preuve construits différemment puisse être utilisée pour légitimer la médecine alternative en élargissant la définition de ce qui fonctionne en thérapie et en offrant une critique de ce que les gens ressentent comme manquant dans une grande partie des soins médicaux orthodoxes. Les données incarnées et intersubjectives sont des preuves acceptables en anthropologie. Les ethnographes prêtent attention à la façon dont les gens se sentent dans leur corps et à la façon dont ils se rapprochent les uns des autres. La collecte de preuves ne se fait pas par la randomisation et standardisation, mais par des moyens personnels et individuels de savoir. Cela intègre l'utilisation des émotions, des intuitions, des relations avec les autres et des propres réponses corporelles de l'anthropologue. Donc, cet article, c'est une défense d'une manière d'évaluer des traitements médicaux qui serait basée en grande partie sur le ressenti et sur les expériences personnelles. Donc ça, c'est en rupture, évidemment, avec l'approche scientifique de la médecine qui essaye de promouvoir une évaluation quantitative et objective de l'efficacité des traitements. Donc ça, ce point sera développé en détail quand je présenterai la médecine basée sur les preuves. Donc, pour en terminer sur ce problème, ce qui est principalement, pris en considération quand on est dans le courant réaliste, qui, je vous le rappelle, domine dans les sciences naturelles, c'est la position qui a été défendue par le philosophe des sciences Hans Reichenbach. Donc il a introduit en 1838 la distinction entre ce qu'il a appelé le contexte de justification et le contexte de découverte. Donc le contexte de découverte, il se rapporte à la démarche qui aboutit à proposer un résultat théorique. Donc c'est la production de la théorie ou de l'observation ou du fait scientifique. Tandis que le contexte de justification, il concerne la vérification de la vérité d'une théorie ou d'une hypothèse donnée, indépendamment de la façon dont elle a été obtenue. Donc, quand on dissocie contexte de justification et contexte de découverte, l'intérêt, c'est qu'en fait, l'identité de celui qui produit la théorie scientifique n'a plus guère d'importance. Donc, pour le courant réaliste, l'important, ce n'est pas la méthode utilisée pour produire une théorie, ou l'identité de celui qui l'a produite, mais c'est la manière dont la véracité de cette théorie
est vérifiée par l'observation ou l'expérience. Donc une fois de plus, cette position-là souligne la différence très nette entre les approches réalistes et les approches constructivistes. Alors passons maintenant au problème de la démarcation entre science et pseudoscience. Et je précise déjà que, évidemment, cette démarcation existe principalement pour le réalisme. Donc avant de parler des différences entre simple croyance et connaissance scientifique, je vais essayer ici un peu plus formellement de définir ce qu'est une croyance. Donc une croyance se caractérise par 3 traits essentiels. Donc un contenu propositionnel, c'est l'énoncé, le fait qu'elle est jugée vraie ou fausse, c'est-à-dire la conformité au réel, et le fait qu'elle soit justifiée ou injustifiée. Donc justifiée par la raison, par des observations, des expériences, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les justifications épistémiques. Donc un exemple très simple, la croyance que la Terre est ronde, le contenu propositionnel, c'est la Terre est ronde, conformité au réel, la croyance est vraie uniquement si la Terre est ronde, justification épistémique, un grand nombre de faits et théories scientifiquement vérifiables justifient cette croyance. Donc le problème de la démarcation, c'est le problème de différencier les croyances qui sont considérées comme vraies et justifiées, qui sont généralement nommées connaissances scientifiques, des simples croyances, qui sont considérées comme soit fausses et ou injustifiées. Donc, ce problème de la démarcation, il est fondamental dans l'ontologie réaliste, qui postule qu'il n'y a qu'une seule réalité et qu'elle est indépendante de nos conceptualisations. Et qu'en conséquence, produire des connaissances qui soient vraies pour tous, c'est-à-dire universelles et objectives, est bien possible. Donc ce problème de la démarcation ne va pas véritablement se poser dans un cadre relativiste ou constructiviste. Alors, un peu d'historique. Donc pour les pionniers de la science, Descartes, Galilée, Newton, Leibniz, donc avant 1850, la connaissance scientifique se distinguait de la simple croyance principalement par sa certitude et son évidence. Bon, je rappelle Descartes, j'en ai parlé pour l'idéalisme, toute science est une connaissance certaine et évidente. C'est sa définition de la science. Et Descartes voulait étendre les certitudes mathématiques à l'ensemble du savoir. Donc, dans cette vision-là, connaissance et simple croyance sont très clairement séparées. Après 1850, on a un vaste mouvement qui se développe, on peut appeler le faillibilisme, qui va contester l'idée de la certitude des connaissances scientifiques. Donc ce mouvement va principalement se baser sur le fait que toute une série de théories considérées comme vraies vont progressivement être remplacées par des théories plus générales qui sont meilleures pour prédire le réel. Donc le fait d'avoir des théories scientifiques qui ont été considérées comme vraies parfois pendant plusieurs siècles et qui se révèlent fausses va amener progressivement, je dirais, à une espèce de scepticisme général concernant la capacité des théories scientifiques à représenter des vérités certaines. Donc, puisque l'histoire montre que chaque théorie est progressivement remplacée par une autre, ça implique que les théories actuelles pourraient être fausses. C'est ce qu'on appelle le principe d'induction pessimiste. Et donc, dans cette vision faillibiliste, les connaissances scientifiques, en fait, c'est un sous-ensemble des croyances. Et donc la question de la démarcation est de trouver une manière de séparer au sein des croyances les connaissances scientifiques, de les distinguer par rapport aux autres. Et donc au cours du XXe siècle, les partisans du réalisme ont proposé plusieurs critères de justification épistémique pour distinguer science et pseudoscience,
connaissance scientifique et simple croyance. C'est une très très longue histoire, je vais essayer ici de me focaliser juste sur 3 points. Certains auteurs se sont focalisés sur la nature de la méthode utilisée pour produire les connaissances. D'autres se sont focalisés sur la vérification, on parlera de vérificationnisme, et d'autres se sont focalisés sur la réfutation, ce qu'on appellera le falsificationnisme. Alors commençons par l'idée que c'est la méthode utilisée pour produire des connaissances qui va définir si la connaissance est scientifique ou ne l'est pas. Donc ça, c'est une position qui a notamment été défendue par le Cercle de Vienne, dont j'ai déjà parlé. Donc, leur idée est qu'une théorie scientifique est une théorie qui est construite sur une base logique à partir d'un ensemble d'énoncés basés sur des observations vérifiables. Donc c'est le processus d'induction. À partir de l'observation de faits particuliers, on produit une théorie universelle. Pour les membres du Cercle de Vienne, l'idée était que toute science devait répondre à ce principe. Et donc, que c'est la nature de la méthode qui garantit la véracité des résultats. Alors, il n'était pas aussi catégorique, mais c'est quand même plus ou moins l'idée. Alors, ça, c'est une position extrêmement radicale. L'idée qu'il n'y aurait qu'une seule manière, une seule méthode pour produire des connaissances scientifiques. Et donc ça a suscité, pendant une bonne partie du XXe siècle, toute une série de critiques, que je vais essayer ici de vous lister, de vous résumer, pour essayer de vous ôter l'idée que ce serait la méthode scientifique qui ferait, entre guillemets, qui donnerait la possibilité de faire une séparation entre ce qui est science et pseudoscience. Donc la première critique de cette affirmation que c'est la méthode qui pourrait servir de démarcation, c'est une critique historique. Donc c'est le fait que de nombreuses théories scientifiques, considérées encore actuellement comme vraies, n'ont pas été développées en suivant le principe de l'induction. On a par exemple les expériences de pensée de Galilée et d'Einstein. Einstein a produit la théorie de la relativité, non pas en se basant sur des observations, comme le prône le Cercle de Vienne, mais en se basant sur des expériences de pensée. Donc il a produit d'abord une théorie générale, puis ensuite il a déduit une série d'hypothèses qui après ont été validées par d'autres. Donc il est déjà clair au niveau historique que toutes les théories scientifiques n'ont pas été produites suivant la voie proposée par le Cercle de Vienne. Donc par exemple, l'expérience de pensée de Galilée sur la chute des corps, juste pour vous donner un exemple. Donc Galilée a réagi à l'affirmation d'Aristote, comme quoi un corps plus lourd tombe plus vite qu'un corps plus léger en proportion de leur poids. Et donc l'expérience de pensée de Galilée, c'est que si les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, en attachant ensemble un corps léger et un corps lourd, le plus léger des deux ralentira le corps lourd. Et l'assemblage doit donc tomber moins vite que le plus lourd des deux corps. Cependant, une fois attachés ensemble, ils forment un nouveau corps qui est forcément plus lourd que le plus lourd des deux. Et donc ce nouveau corps devrait tomber plus vite que le plus lourd des deux. Donc si vous avez suivi, il y a une contradiction, très claire. Et donc, sur base de cette contradiction-là, Galilée va conclure que lorsqu'ils tombent dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Alors, Galilée a aussi fait des expérimentations, mais ces expérimentations n'étaient pas réalisées dans le vide. Et donc, son affirmation, lorsqu'ils tombent dans le vide, à une époque où on ne peut pas créer du vide expérimentalement, c'est bien une affirmation qui découle d'expériences de pensée où Galilée a pu imaginer le vide, c'est-à-dire un endroit où il n'y aurait pas de résistance à la chute d'un corps. Alors une autre critique très importante de la position du Cercle de Vienne, c'est ce qu'on appelle la dinde inductiviste de Bertrand Russell, qui est un contemporain du Cercle de Vienne.
Donc c'est une variante du problème de l'induction de David Hume que j'avais déjà présenté, qui dit que sur base d'un nombre fini d'observations réalisées dans des conditions variées, on ne peut pas produire de manière certaine un énoncé universel s'appliquant à une infinité de cas et capable de prédire le futur. Donc la dinde inductiviste de Russell, métaphore assez humoristique, c'est l'idée qu'une dinde va voir tous les jours le fermier lui apporter à manger, donc elle va en conclure que le fermier apporte toujours à manger, jusqu'au jour de Thanksgiving où le fermier va venir avec une hache et va lui couper la tête. Donc, c'est une illustration humoristique du problème général de l'induction et donc de la limitation de l'approche par induction pour produire des théories qui seraient certaines et irréfutables. Alors une autre critique un peu plus compliquée, c'est ce qu'on appelle la thèse de la sous-détermination des théories par les données des expériences. Donc, c'est l'idée qu'à partir d'un ensemble de données empiriques, donc de données d'observation, il est possible de formuler différentes théories scientifiques concurrentes qui sont toutes compatibles avec ces données. Et donc l'idée de la sous-détermination, c'est l'idée que les données empiriques seules ne seraient pas capables de déterminer de manière unique quelle théorie est la meilleure ou la plus vraie parmi plusieurs alternatives possibles. Donc, ça souligne le fait que les observations, les expériences n'ont pas une capacité magique, entre guillemets, à isoler les bonnes hypothèses et les bonnes théories. Une autre critique, c'est la dépendance de l'observation par rapport à la théorie. Donc il y a deux versions, celle du mythe du donné et du holisme sémantique. Donc Wilfried Seller, qui la propose, critique l'idée que les données observées seraient indépendantes des concepts. Ça c'est le mythe du donné. Donc il affirme qu'une observation est toujours basée sur la maîtrise d'un concept. Par exemple, si nous observons qu'un objet est vert, nous devons savoir ce qu'est le vert. Le vert, c'est un concept. De plus, un concept va se définir généralement par rapport à d'autres concepts, ce qu'on appelle le holisme sémantique. Donc, Seller critique l'idée du cercle de Vienne, qu'on pourrait avoir des observations qui seraient neutres et détachées des théories et des concepts, qui proviendraient juste de l'observation. Pour lui, toute observation va nécessairement être interprétée par une théorie. Donc Hanson formule l'idée de l'observation imprégnée de théorie. Donc il renverse l'idée de l'empirisme que les données détermineraient la théorie. Il propose qu'en fait c'est la théorie qui détermine en partie ce qui est observé. Donc pour Hanson, deux observateurs qui utiliseraient des théories différentes pourraient percevoir littéralement des choses différentes parce qu'ils vont interpréter différemment des observations. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on retrouve bien dans les sciences modernes. Un observateur va utiliser des dispositifs d'observation pour observer un phénomène. Donc, il peut déjà souffrir de biais liés à ces dispositifs d'observation. Mais les données d'observation produites vont aussi généralement être interprétées via des théories pour que l'observateur puisse se faire une idée de ce qu'il observe. Donc, l'idée, la principale critique contre la vision du cercle de Vienne, c'est qu'on ne peut pas réellement faire des observations neutres qui seraient non biaisées et sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour construire une théorie scientifique qui serait, entre guillemets, quasiment certaine. Alors, un exemple de cette dépendance de l'observation par rapport à la théorie, bon, dans mon domaine de recherche, qui est plus l'immunologie et la microbiologie, je vais prendre l'exemple de la détection de bactéries dans un animal infecté. Donc il y a deux grandes manières de détecter ces bactéries. On peut prendre un organe, l'écraser et essayer de mesurer sur un milieu de culture la présence de bactéries vivantes. Donc, les bactéries
une fois qu'on les a étalés sur un milieu de culture solide, vont se multiplier et former des colonies bactériennes. Donc chaque bactérie va donner naissance à une colonie, à un point de quelques millimètres, qui sera visible à l'œil nu. Donc c'est ce qui est représenté ici par exemple sur l'image. Et donc un observateur peut simplement compter les points, compter les colonies bactériennes, pour évaluer le nombre de bactéries qui se trouvaient initialement dans le tissu provenant d'un animal infecté. Donc ça, c'est un test microbiologique. Il y a une autre approche, qui est une détection par séquençage. On va mesurer la quantité de matériel génétique typique d'une bactérie présent dans un tissu. Donc ça, c'est un test génétique. Donc, ici, la détection de bactéries dans un animal infecté peut être faite de deux manières différentes. Une manière qui se base sur des théories de microbiologie et une autre qui se base sur des théories génétiques. En fait, ces deux approches vont donner des résultats très différents. Parce que l'approche basée sur le comptage des colonies va mesurer la présence de bactéries vivantes, capables de se multiplier, et qui sont cultivables sur le milieu solide qu'on va utiliser. Par contre, la détection par séquençage, elle va mesurer la présence de matériel génétique, que les bactéries soient mortes ou vivantes. Donc, c'est un exemple, j'espère assez simple ici, pour montrer que, en fonction des théories, des approches, on peut avoir des mesures très différentes d'une même chose. Alors la dernière grande critique de la position du cercle de Vienne, c'est évidemment la critique, je dirais, relativiste-constructiviste. C'est l'idée que l'adhésion à une théorie ne dépend pas uniquement de sa validité, mais dépend également du contexte social. Donc, ça c'est la position de Kuhn, le changement aveugle de théorie, l'idée que le contexte social peut suppléer à l'indétermination de l'expérience, et que donc une théorie sera préférée plutôt qu'une autre pour expliquer des résultats en fonction du contexte social. Donc Kuhn, lui, voit les théories en compétition et considère que si le remplacement des théories ne dépend pas exclusivement de leur justesse, alors ce changement est aveugle et ne mène pas à un progrès, ce qui est une position assez relativiste. Donc ça, c'est une critique qui n'a pas été formulée par le courant réaliste, mais qui a été formulée par le courant relativiste-constructiviste à l'égard de la position défendue par le cercle de Vienne, que ce serait la nature de la méthode scientifique utilisée qui déterminerait si une théorie est scientifique ou non. Alors, un autre point de vue, un autre critère de démarcation entre science et pseudoscience a également été produit par des membres du cercle de Vienne. C'est ce qu'on appelle le vérificationnisme. Et donc, c'est l'idée qu'un énoncé ne peut avoir de signification cognitive, c'est-à-dire n'est susceptible d'être vrai ou faux, que s'il est vérifiable par l'expérience. Et si ça n'est pas le cas, il est dépourvu de signification cognitive ou il est absurde. Donc ça, c'est de nouveau une conception très radicale de la connaissance scientifique. C'est l'idée que toute connaissance scientifique, si elle n'est pas vérifiable expérimentalement, ne peut pas être considérée comme une connaissance scientifique. Donc c'est très radical, et de nouveau, ça souffre évidemment de certaines critiques. Et une des principales critiques, c'est que la vérification n'est pas suffisante pour déterminer si une théorie est bien une théorie vraie par rapport conformité au réel. Tout simplement parce que les miracles, entre guillemets, peuvent exister. Donc je vais prendre de nouveau ici un exemple dans mon domaine, Pasteur et la vaccination contre la rage, en 1885. Donc Pasteur développe un vaccin contre la rage, une maladie virale. Le vaccin de Pasteur fonctionne, et Pasteur a une explication, une théorie pour expliquer le fonctionnement de ce vaccin. Donc il postule que la vaccination, qui est réalisée à l'aide de ce qu'on appelle un vaccin vivant, c'est-à-dire une forme atténuée du virus de la rage, va consommer chez l'individu une substance qui
qui serait nécessaire à la multiplication du micro-organisme virulent. Et donc c'est cette absence d'un élément vital qui rendrait l'individu immunisé face à l'agent infectieux. Donc Pasteur en 1885 ne connaissait pas, ne supposait même pas l'existence d'un système immunitaire. C'est un chimiste, un microbiologiste, donc il réfléchissait en termes de disponibilité de nutriments dans le corps humain. Cette hypothèse-là est complètement fausse. Elle a été complètement invalidée. Donc on a une hypothèse scientifique qui quelque part fonctionne parce que l'application pratique, l'application technologique, le vaccin, il fonctionne. Le vaccin contre la rage fonctionne. Mais la théorie scientifique est fondamentalement fausse. On l'a démontré bien après. Donc, l'idée qu'une théorie scientifique permet des applications technologiques qui fonctionnent, l'idée que cette vérification sera un critère suffisant pour identifier les théories qui seraient scientifiques, cette approche est également faillible. Et donc, le tout dernier grand critère qui va progressivement s'imposer et qui reste aujourd'hui d'actualité pour différencier connaissances scientifiques et donc connaissances qui sont censées être vraies et justifiées par rapport à des simples croyances qui reflèteraient des opinions et qui en tout cas ne seraient pas justifiées, c'est la position de Karl Popper, qu'on appelle le falsificationnisme. Donc en 1934, Popper va introduire l'idée que le caractère scientifique d'une théorie est lié à son potentiel de réfutabilité expérimentale, et non pas à la possibilité de vérifier expérimentalement la théorie. Donc je cite Popper, « J'entendais tracer une frontière, aussi bien que faire se pouvait, entre les énoncés ou systèmes d'énoncés des sciences empiriques et tous les autres énoncés, que ceux-ci fussent de nature religieuse, métaphysique ou tout simplement pseudo-scientifique. Le critère de réfutabilité apporte en effet une solution à ce problème, puisqu'il spécifie que des énoncés ou des systèmes d'énoncés doivent pouvoir entrer en contradiction avec des observations possibles ou imaginables. » Donc, l'idée, c'est que ce qui fait qu'une théorie est scientifique, c'est qu'on peut la réfuter par l'observation ou l'expérimentation. Et donc, une théorie qui se prête à la réfutation pourrait être considérée comme scientifique parce qu'elle donne en fait la possibilité d'un contrôle très puissant de sa validité, un contrôle très supérieur au simple vérificationnisme. Donc je vais essayer ici de vous donner un exemple simple. Imaginez un bol. Dans ce bol très grand, vous avez une multitude de boules. Toutes les boules vues en apparence à la surface du bol sont noires. Et donc on pourrait faire l'hypothèse, toutes les boules de ce bol sont noires. Toutes, sans exception. Alors, s'il existe une infinité de boules, évidemment on ne peut pas les vérifier toutes. Et donc, le vérificationnisme, ça se limite quelque part à prendre un certain nombre de boules dans le bol et à vérifier que les boules sont noires. Par contre, dans le falsificationnisme, l'idée c'est qu'il suffit de trouver une seule boule qui n'est pas noire pour réfuter la théorie. Il suffit qu'on en trouve une qui soit blanche dans le tas pour réfuter la théorie. Et donc ça implique que si le nombre de boules est infini, le test de réfutabilité est également infini. Donc ça amène à l'idée que la caractéristique des théories scientifiques, c'est d'être réfutable et de continuer systématiquement à s'exposer à la réfutation et à y résister. Donc, selon Popper, c'est sa capacité à être réfutée par une confrontation avec le réel qui va déterminer si une théorie est scientifique. Et donc, en conséquence, la méthode utilisée pour produire une théorie, que ce soit l'induction, la déduction, l'intuition,
n'entre pas véritablement en considération. Par contre, ça implique clarté et précision dans l'énoncé de la théorie, parce qu'un énoncé qui est vague va généralement être irréfutable. Donc, un exemple à l'opposé, de nouveau de Bertrand Russell, et de nouveau une métaphore un peu humoristique, qu'on appelle la théière céleste. Donc ça, c'est un exemple d'affirmation qui est irréfutable, infalsifiable, et donc qui n'est pas scientifique. Par exemple, personne ne peut prouver qu'il n'y a pas entre la Terre et Mars une théière en porcelaine tournant sur une orbite elliptique, mais personne ne pense que cela doive être pris en compte dans la pratique. Donc la métaphore de Russell, elle est souvent utilisée pour rappeler que la science n'a pas à se préoccuper des affirmations, notamment religieuses, qui seraient irréfutables. Et donc ça limite le champ d'investigation scientifique. Donc toujours selon Popper, tant qu'une théorie irréfutable n'est pas réfutée, elle est dite simplement corroborée. Donc c'est une théorie qui est réfutable et qui résiste à la réfutation. Mais ça n'exclut pas qu'un jour elle puisse être réfutée. Et donc, la position de Popper est associée à un antidogmatisme. Popper estime qu'il n'y a pas de vérité absolue en science, qu'il n'y a pas de théorie scientifique définitive, mais uniquement des approximations de la vérité. Donc, c'est le concept de vérisimilarité, de ressemblance à la vérité. Donc, avec le concept de Popper, on intègre bien la faillibilité, la possibilité que les théories scientifiques, même si elles ont été justifiées, considérées comme vraies à une époque, peuvent s'avérer fausses un jour, si par exemple on dispose de nouvelles manières de tester cette hypothèse, cette théorie scientifique. Alors évidemment, toujours selon Popper, une théorie réfutable, donc scientifique, tant qu'elle n'est pas réfutée, va avoir plus de valeur qu'une théorie non réfutable, que lui considère comme étant non scientifique. Donc Popper introduit clairement un principe de hiérarchisation. Il y a les théories réfutables qui sont scientifiques et les théories non réfutables qui sont non scientifiques. Donc cette hiérarchisation, elle est totalement évidemment opposée au relativisme, qui implique parce qu'elle va impliquer qu'une théorie réfutable s'approche plus de la vérité qu'une théorie qui ne l'est pas. Alors le critère de Popper, il faut le souligner, il n'est pas sans faille non plus. Il faut notamment nuancer la possibilité d'une réfutation rigoureuse. Donc primo, certaines disciplines scientifiques ne peuvent pas toujours aboutir à des prédictions précises ou proposer des expériences reproductibles. Et surtout, juger de la fausseté d'une théorie à la suite d'une expérience non concluante, ça n'est pas évident. Parce que l'observation est faillible. Il y a des erreurs, il y a des biais. Et donc une expérience n'a généralement pas la force d'imposer une seule hypothèse. Je rappelle le principe de sous-détermination des expériences. Ce principe va aussi s'appliquer aux expériences de réfutation dans l'approche de Popper. Donc, en pratique, aujourd'hui, quelles sont les possibilités face à une remise en question d'une théorie par l'expérience? La première attitude, je dirais raisonnable, c'est de questionner l'expérience. On doit toujours supposer qu'il y a des erreurs, qu'il y a des biais qui font que l'expérience ne donne pas le résultat forcément attendu, en tout cas le résultat qui serait en accord avec la théorie scientifique dominante. Une autre solution, c'est évidemment ce qu'on appelle la solution législative, c'est-à-dire produire une nouvelle théorie. Mais j'en ai déjà parlé un peu, on ne produira une nouvelle théorie que s'il y a une accumulation suffisante de remise en question de la première théorie. Ce n'est pas un seul travail scientifique qui peut décider du destin d'une théorie. Il y a une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la solution ontologique, c'est-à-dire postuler et démontrer l'existence d'un objet ou d'un phénomène qui va permettre de concilier l'expérience et la théorie.
Là, je vais prendre un exemple pour cette dernière possibilité-là, parce que c'est souvent un cas qui permet de faire évoluer de manière importante les connaissances, donc ça vaut la peine de l'expliciter. Donc, je vais prendre l'exemple d'une théorie qui a permis pendant très longtemps de séparer virus et bactéries sur base de leur taille. Donc pendant très longtemps en microbiologie, on a considéré que les virus étaient nécessairement plus petits que les bactéries. Et donc on utilisait traditionnellement des filtres dont l'émail faisait à peu près 200 nanomètres pour séparer les virus et les bactéries. Les virus traversaient ces filtres et les bactéries étaient censées rester piégées dans ces filtres. Parce qu'on estimait que la plupart du temps, les virus avaient une taille de 100 nanomètres, et donc étaient capables de passer les filtres de 200, alors que les bactéries avaient la plupart du temps une taille supérieure à 1000 nanomètres. Donc par exemple, la bactérie Brucella melitensis sur laquelle je travaille fait entre 700 et 1000 nanomètres, et j'ai essayé de les mettre ici à l'échelle. Voilà quelques types de virus. Donc le papillomavirus, c'est un très petit virus, il fait 60 nanomètres. Le HIV, c'est un petit rétrovirus, il fait 120 nanomètres. Le poxvirus, virus de la variole, c'est un gros virus à ADN, un des plus grands virus connus. Il fait entre 240 et 300 nanomètres. Donc, ici, on a une théorie qui est validée par toute une série d'observations montrant que la plupart des virus sont effectivement plus petits que 200 nanomètres. Alors le problème, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte à un certain moment que certains virus étaient bloqués par ces filtres et que certaines bactéries étaient quand même capables de les traverser. Et donc là, on avait des observations qui violaient cette théorie. Et donc, une manière d'expliquer ce résultat, c'est en fait de postuler l'existence de virus extrêmement grands et de bactéries extrêmement petites. Donc, ça permet de garder le fait qu'il y a effectivement une différence de taille importante entre les virus et les bactéries, mais qu'il peut y avoir des exceptions. Et donc, c'est ce qui a été observé. On a découvert, par exemple, en 2015, des bactéries extrêmement petites, ce qu'on appelle les ultra small bactéries, qui ne font qu'entre 250 et 300 nanomètres, donc de la taille de certains virus. Et on a également découvert des virus géants, giant virus, on les a découvert en 2003. On a découvert des virus qui faisaient presque la taille d'une bactérie. Donc, on a découvert de nouveaux objets qui ont permis, entre guillemets, de faire coller la théorie aux observations. Alors pour conclure ce sous-chapitre sur le problème de la démarcation, donc ce qui s'est progressivement imposé depuis les années 1990 et qui est aujourd'hui généralement accepté par beaucoup de spécialistes de la question, c'est ce qu'on appelle les approches multicritères. Donc, le concept de culture épistémique a été introduit et développé dans les années 1990, notamment par la sociologue Cetina. Et donc, elle a introduit le concept de culture épistémique comme une diversité de manières de faire de la science en fonction des disciplines. Donc, non seulement dans les méthodes et les outils, mais également dans les raisonnements, les façons d'établir les preuves et les rapports entre observation et théorie. Donc, ça, c'est entre guillemets, une manière de faire en sorte que certaines disciplines scientifiques ne soient pas considérées comme non scientifiques, tout simplement parce qu'elles ne répondent pas aux critères popériens de falsifiabilité. Donc, pour de nombreux auteurs au XXIe siècle, la science n'est pas un ensemble unifié d'activités, donc ça je crois que c'est indéniable, et donc il y a un abandon de l'idée d'un critère unique qui permettrait de séparer science et pseudoscience.
Et donc ce qui a été proposé, c'est ce qu'on appelle des classements multicritères des sciences, qui se baseraient notamment sur l'adéquation empirique, donc le fait que la théorie est confortée par toute une série d'observations, sur la reproductibilité de ces observations, également sur le critère de réfutabilité, ça reste un critère important pour qualifier ce qu'est la science, mais également sur des critères de cohérence, de simplicité, de prédictivité, d'antidogmatisme. Donc, c'est ce qui amène à produire, par exemple, le type de schéma ici. Donc, en ordonnée, vous avez la connaissance, les connaissances empiriques permettant de supporter la théorie. En abscisse, vous avez la compréhension théorique des phénomènes. Et vous pouvez voir que, par exemple, la théorie de l'évolution, la biologie de l'évolution ou la physique des particules se caractérisent par un haut degré de compréhension théorique, donc une grande cohérence théorique, et un haut degré de vérification empirique, alors que par exemple, l'astrologie, qui est considérée comme une pseudoscience, aura un très faible niveau de compréhension théorique et de validation empirique. Et donc ça laisse un espace entre ce qui est clairement une pseudoscience et ce qui sont clairement des sciences, pour par exemple la psychologie, les sciences sociales, mais également la psychologie de l'évolution, la psychologie évolutionnaire, ou par exemple la théorie des cordes en physique. Donc la théorie des cordes en physique dispose d'une grande cohérence théorique, mais repose sur relativement peu d'observations empiriques. Donc l'approche multicritère, quelque part, ça résout la grande question quel est le critère permettant de séparer science et pseudoscience, en disant qu'en fait il n'y a pas un seul critère, il y en a plusieurs qui varient en fonction des disciplines scientifiques. Donc en conclusion, nous ne disposons pas de critères rigoureux et infaillibles permettant de distinguer science et non-science. Le principal critère de démarcation en sciences modernes, ça n'est clairement plus la raison comme en philosophie, mais la possibilité d'une confrontation avec le réel. Donc, c'est ce que prônaient les principes de vérification et les principes de réfutation. Et la plupart des auteurs acceptent aujourd'hui l'idée que les critères de démarcation vont varier en fonction des disciplines scientifiques. Donc ce sont les approches multicritères. Alors pour clore ce chapitre 4, nous allons nous intéresser ici à quelque chose de relativement récent dans l'histoire des sciences, la question de la production du consensus scientifique. Donc tout d'abord, un consensus, c'est quoi? C'est l'accord, l'adhésion du plus grand nombre. Et il faut tout de suite souligner qu'il y a différents types de consensus. Il y a des consensus religieux, démocratiques, scientifiques. Et donc ils vont tous reposer sur l'acceptation préalable de croyances, de règles, de normes, de valeurs partagées, de méthodes. Et donc les manières d'aboutir à un consensus, que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine démocratique ou dans le domaine scientifique, ne sont pas les mêmes. Donc il faut déjà souligner que le consensus ne fait sens qu'au sein d'une communauté qui en accepte les normes. Donc ici on va s'intéresser au consensus scientifique. Donc ça, c'est l'accord au sein d'une discipline scientifique à propos d'une description, d'une chaîne de causalité ou d'une théorie qui va être considérée comme vraie. Et vrai, ce sera au sens de conforme à la réalité. Donc en gros, ce sera le consensus sur la véracité d'une représentation de la réalité. Alors il faut souligner quelques évidences. Aboutir à un consensus scientifique sur la réalité, ça nécessite plusieurs choses. La première, c'est que la réalité soit la même pour tous. Donc, quelque part, c'est un rejet de l'idéalisme, qui postule que l'esprit humain a le fondement ultime de toute réalité et que c'est sa perception qui fait exister l'objet. Si vous êtes dans une position d'idéalisme,
vous avez tendance à considérer qu'il peut y avoir une réalité différente pour chaque individu. Ça implique aussi que la connaissance de la réalité soit possible. Donc là, on rejette le scepticisme qui postule l'impossibilité pour l'esprit humain de connaître la réalité. Il faut également que la réalité soit déterminée par des lois constantes. Donc on rejette les causes surnaturelles, les causes extérieures à la nature. Si Dieu, en claquant des doigts, peut faire des miracles, évidemment, il change les règles qui déterminent la réalité, et donc on ne peut certainement pas avoir un consensus sur ce qu'est la réalité. Et donc ces trois conditions-là, ça nous mène à une position ontologique qui est quand même assez spécifique, qui est plus ou moins celle du positivisme scientifique moderne. C'est-à-dire réalisme, l'idée qu'il existe une réalité bien déterminée et indépendante de nos représentations mentales, c'est ça qui va permettre qu'on se mette tous d'accord dessus. Matérialisme, toute chose est composée de matière et fondamentalement tout phénomène est le résultat d'interactions matérielles. Et naturalisme, tout ce qui existe peut être expliqué par des causes ou des principes naturels. Et donc, croire à la possibilité d'un consensus scientifique, ça implique de croire à une position ontologique, qui est celle du réalisme, du matérialisme, du naturalisme, qui en soi n'est pas totalement vérifiable ou réfutable. Il faut quand même être conscient de ça. Alors, si on compare les différentes disciplines, en philosophie et en sciences humaines, je pense que j'en ai déjà un peu parlé, il y a de multiples manières de se représenter le monde, l'univers, il y a de multiples épistémologies différentes, donc il est évident qu'en philosophie et dans la plupart des sciences humaines, il n'y a pas de consensus. Ou en tout cas, la possibilité d'un consensus est rarement abordée et elle est souvent débattue avec une certaine virulence. Alors, en sciences naturelles, on part du principe qu'un consensus est possible, on est dans la vision réaliste, mais en pratique, on est souvent face à ce que j'appellerais un consensus liquide. Ça, le terme est de moi, il n'est pas classique. Je parle de consensus liquide pour désigner un consensus qui va s'imposer lentement par accumulation de preuves et par la résistance à la réfutation. Je vais prendre un exemple tout simple, la théorie cellulaire, l'idée que notre corps est composé de cellules. C'est une théorie qui n'en est plus une, qui est considérée aujourd'hui comme un fait, donc qui fait consensus. Il n'y a pas eu de grand débat sur cette question. En fait, il y a une accumulation de preuves, notamment des preuves de microscopie, d'histologie, qui ont mis tout le monde d'accord. Alors, il y a des exceptions actuellement, par exemple la climatologie, les rapports du GIEC. Là, on a besoin d'un consensus sur un phénomène très complexe, le changement climatique. Et donc là, on va disposer de méthodes bien particulières pour analyser la littérature scientifique. Une autre exception, celle dont je vais vous parler, parce qu'elle est plus proche de mon domaine de compétence, c'est la médecine. En médecine, on estime qu'on a besoin d'un consensus rapide et que ce consensus est indispensable. Pourquoi? Pour garantir des soins de qualité aux patients, mais également pour valider des traitements de masse. Donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les opérations de santé publique ont impliqué de plus en plus de traitements de masse, que ce soit des pratiques liées à l'hygiène, par exemple le fait de se laver les mains, de porter des masques, de désinfecter certaines choses, ou le fait d'administrer certains traitements comme les antibiotiques, ou d'utiliser la vaccination pour prévenir les infections. Donc, il y a eu un besoin très important en médecine de disposer d'un processus de vérification pour disposer de connaissances faisant consensus dans l'ensemble de la communauté scientifique. Et donc ça a fait de la médecine une pionnière dans la production d'une méthode pour arriver à un consensus scientifique. Donc, les choses ne se sont pas faites simplement,
Je vais juste ici faire un tout petit historique de la notion. Pendant très longtemps en médecine, c'est surtout l'opinion du médecin, basée sur son expérience, qui a déterminé la validité des traitements. Et pendant très longtemps, les traitements médicaux n'étaient en fait pas validés de manière scientifique, donc de manière réellement quantitative et expérimentale. Donc un exemple qui est assez édifiant, c'est la pratique de la saignée en médecine, qui était très courante. Donc on saignait les individus, on prélevait une partie du sang pour rétablir ce qu'on appelait un équilibre dans les humeurs. Donc, un cas d'école, en 1799 à 67 ans, suite à un refroidissement, George Washington, premier président des États-Unis, tombe malade. Il a plusieurs médecins. Ces médecins décident de le soigner par des saignées et il va décéder suite au prélèvement de plus de 2,5 litres de sang. Bon. Ça, c'est véritablement un cas dit d'école, dans le sens où la mort du premier président des États-Unis est venue, en fait, a été la conséquence d'une pratique médicale qui n'était pas vérifiée en termes d'efficacité, et qui était même extrêmement dangereuse. Donc cette fameuse pratique de la saignée a été questionnée très régulièrement. Je vais citer un exemple ici, celle du procès entre Rush versus Cobbett. Donc en 1797, un journaliste, William Cobbett, va accuser un médecin très renommé, Benjamin Rush. Il va l'accuser de tuer ses patients lorsqu'il pratique des saignées, parce qu'il a constaté une mortalité très importante dans la clientèle de ce médecin. Et donc il va accuser le médecin sur base de tables de mortalité, montrant qu'il y a plus de mortalité dans sa clientèle parce qu'il pratique la saignée. Et donc le médecin va poursuivre le journaliste en justice, il va te faire témoigner plusieurs médecins qui vont affirmer, qui vont produire leur opinion que la saignée est bien une pratique qui fonctionne. Et donc en 1799, le médecin va gagner le procès contre le journaliste, et le journaliste va être condamné à lui payer 5000 $ au titre de dédommagement. Donc ça, c'est un exemple de la manière dont, pendant très longtemps, on a jugé de la véracité, de l'efficacité d'une thérapie, simplement sur base de l'opinion, de l'expérience personnelle, et parfois exceptionnellement dans des tribunaux. Et ça montre bien que les tribunaux civils sont une très mauvaise manière pour évaluer la fiabilité d'un traitement médical. Donc, pendant très longtemps, l'art médical, c'était l'idée que l'expérience personnelle était à la base de la prise de décision en médecine. À partir de 1962 aux USA, on a eu le développement d'une nouvelle réglementation. Cette réglementation est notamment le résultat de toute une série de crises, de scandales médicaux, dont notamment le scandale de la thalidomide en Europe. C'est un médicament qui avait été donné à des femmes enceintes et qui malheureusement induisait des malformations graves chez les nouveau-nés. Donc ce scandale et d'autres auparavant ont amené l'idée qu'il fallait absolument réglementer la production des médicaments. Il fallait exiger que les fabricants prouvent l'efficacité des médicaments avant leur mise sur le marché et signalent également tout effet secondaire grave. Et donc cette exigence, c'est une révolution en santé publique. Auparavant, les médicaments ne devaient pas faire la preuve de leur efficacité. Et donc cette nouvelle exigence, elle a entraîné un besoin de tests rigoureux pour valider les traitements. Donc on s'est rendu compte que l'expérience des experts, parce qu'elle est incontrôlée et limitée, elle est très faillible. Et donc plusieurs experts ont défendu l'idée qu'on avait besoin d'un consensus entre tous les médecins pour implémenter des traitements de masse, comme par exemple la vaccination contre la polio qui a eu lieu en 1963 aux États-Unis. On avait besoin d'études cliniques, de statistiques. Et donc,
Cette exigence a entraîné littéralement la naissance d'une nouvelle discipline, l'épidémiologie clinique, qui a principalement pour objet de collecter des informations sur l'efficacité des traitements ou sur des corrélations entre, par exemple, certains aliments ou certaines pratiques et certains types de pathologies. Il y a également eu le constat qu'il y avait relativement peu de translation entre les sciences biomédicales et la médecine clinique en tant que telle. Il fallait souvent des décennies pour que les médecins prennent en considération des découvertes qui avaient été faites dans les laboratoires. Donc, tout ça va entraîner un questionnement en interne chez les médecins, et ça va amener certains experts, comme par exemple le médecin Archibald Cochran, qui est un pionnier de l'épidémiologie moderne, à défendre dans un rapport critique sur les pratiques médicales l'efficacité des essais randomisés contrôlés. Donc, sur base de toute une série d'observations, il va amener l'idée qu'une manière de décider si un médicament, si un traitement est efficace, c'est de réaliser des essais contrôlés randomisés. Il va estimer que ces essais randomisés contrôlés donnent de meilleures garanties que notamment l'opinion des médecins basée sur leur expérience personnelle. Et donc, dans les années 1990, va se développer ce qui va être considéré comme la voie du futur en médecine, la médecine basée sur les preuves, Evidence-Based Medicine, l'EBM, donc qui est basée sur une recherche bibliographique et sur des méthodes scientifiques pour valider les traitements. Alors, il faut souligner ici que la popularisation de cette approche, elle va devoir beaucoup à l'introduction des ordinateurs dans les cliniques, dans les laboratoires, et aussi à la création de bases de données numériques en ligne. C'est ça qui va réellement permettre de faire des recherches bibliographiques exhaustives et surtout de communiquer très rapidement en médecine. Donc ça va être une véritable révolution, la presse va en faire écho. Donc par exemple, le New York Times en 2001 va titrer « Une révolution éclate dans les services de médecine ces jours-ci ». Une révolution définie récemment par le British Medical Journal comme l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves actuelles dans la prise de décision concernant les soins aux patients individuels. La révolution s'appelle la médecine fondée sur les preuves. Donc, c'est l'idée, et je cite ici quelques articles d'experts sur le sujet, que le progrès de la médecine repose sur la construction progressive d'un consensus au sein des communautés de chercheurs et des médecins, que l'éthique de la pratique médicale n'accorde aucune signification éthique ou normative à une préférence de traitement, aussi puissante soit-elle, qui est basée sur une intuition ou sur quoi que ce soit de moins que des preuves présentées publiquement et convaincantes pour la communauté clinique. Et donc, on devient médecin après avoir acquis une connaissance validée professionnellement, et non pas parce qu'on se révèle avoir une capacité supérieure pour deviner. Donc c'est vraiment un basculement des pratiques médicales, on va vers des pratiques fondées sur la science, plutôt que sur l'intuition, comme c'était le cas dans la médecine d'art. Donc les trois grands principes de la médecine basée sur les preuves modernes, c'est l'idée que les observations contrôlées valent mieux que les observations non contrôlées. Donc on introduit une hiérarchie des preuves qui va se manifester dans ce qu'on appelle la pyramide des preuves. Je vais expliquer ce que c'est. Le deuxième principe, c'est l'idée que la recherche de vérité est mieux accomplie en évaluant la totalité des preuves disponibles et en ne sélectionnant pas les preuves qui favorisent une affirmation particulière. Donc là, l'idée, c'est en regardant l'ensemble des preuves disponibles, on est censé réduire les biais. Et enfin, le dernier principe, qui lui n'est pas véritablement de l'épistémologie, c'est l'idée que la décision médicale doit toujours être contextualisée en fonction de l'environnement, des ressources et évidemment des préférences du patient. Donc l'idée n'est pas, avec la médecine basée sur les preuves, de forcer le patient à accepter un traitement, de l'imposer.
on va toujours continuer à prendre en considération les desiderata du patient. Simplement, le choix d'une méthode, d'une thérapie, le choix d'une pratique médicale va reposer sur une analyse exhaustive de la littérature scientifique sur le sujet. Alors le premier principe, celui de la hiérarchie des preuves, donc c'est l'idée que toutes les preuves ne sont pas égales, et donc c'est généralement représenté par une pyramide qui classe les preuves en fonction de leur efficacité. Donc ici, on ne va pas voir les détails, remarquez simplement que l'expérience des experts, donc les avis d'experts, c'est ce qui est associé au plus bas niveau d'intérêt. C'est ce qui est censé être le moins fiable. A l'inverse, ce qu'on appelle les études de cohorte ou les essais cliniques randomisés, c'est ce qui va être associé au plus haut niveau de fiabilité. Et en intermédiaire, on va avoir par exemple les études in vitro, les études sur les animaux, les études de cas, les études de série de cas, ou les études de cas avec un contrôle. Mais ce qui va représenter le gold standard, la référence, ça va véritablement être les études de cohorte et les essais cliniques randomisés. Donc juste 2 mots à ce sujet-là pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc l'étude de cohorte, c'est le suivi d'une population. Donc il y a les études rétrospectives ou prospectives. Rétrospective, on part d'un groupe de personnes présentant une maladie ou un facteur de risque, et on va examiner l'existence de facteurs de prédisposition dans le passé. Étude prospective, on part dès le départ de l'étude, on va comparer dès le départ de l'étude des groupes de personnes déterminés, et on va les suivre pendant une période donnée. Donc par exemple, on va suivre un groupe d'individus fumeurs et un groupe d'individus non fumeurs, et on va par exemple évaluer au cours du temps les pathologies qui vont toucher spécifiquement les 2 groupes. Alors les essais randomisés contrôlés, ce qui est censé être le top du top en médecine basée sur les preuves, ce sont des essais, donc des expériences cliniques. On va tester par exemple un médicament, mais en introduisant un contrôle pour comparer ce médicament à un contrôle. Donc, entre le groupe contrôle et le groupe recevant le médicament, on va effectuer une répartition aléatoire des individus participant à l'essai, ce qui va limiter les biais de sélection. Et si possible, on va réaliser l'effet en double aveugle. Ça signifie que les sujets et les observateurs vont ignorer la nature du traitement, toujours dans l'idée de réduire les biais. Alors le deuxième principe de la médecine basée sur les preuves, c'est d'analyser la totalité des preuves disponibles. Et donc, un des principes, ça va être représenté par ce qu'on appelle les méta-analyses. Donc ce sont des analyses statistiques qui vont combiner les résultats de plusieurs études scientifiques, dont des suivis de cohorte, des essais cliniques et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, les résultats des méta-analyses sont considérés comme la source de preuves la plus fiable, et c'est elle qui va être utilisée pour produire des guides pratiques cliniques. Donc, dans les méta-analyses, on ne se contente pas de faire un résumé de l'ensemble de la littérature disponible. On va se baser sur le premier principe, on va classer ces preuves disponibles, on va leur associer à un poids différent en fonction du fait que l'étude soit par exemple un essai clinique ou soit par exemple une simple étude de cas. Donc on va hiérarchiser les connaissances et on va en faire une synthèse. Et donc le troisième et dernier principe, qui ne participe pas à la création du consensus scientifique, mais qui sert à l'application de ce consensus, c'est l'idée que, bien évidemment, en médecine basée sur les preuves, on va toujours prendre en compte le contexte et notamment les préférences du patient. Ce n'est pas une simple application du consensus scientifique. Alors, bien évidemment, un médecin tout seul, qui soit généraliste ou spécialiste, n'est pas capable de faire cette analyse globale de la littérature scientifique.
c'est une organisation qui à l'heure actuelle s'en charge, l'organisation Cochrane, donc qui a été nommée pour faire référence à Archibald Cochrane, qui avait fait la défense des bases de la médecine basée sur les preuves dans les années 1970. Donc l'organisation Cochrane, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de volontaires dans plus de 100 pays. Donc c'est une collaboration qui s'est formée en réponse au besoin d'organiser de manière systématique les informations concernant la recherche médicale. Donc elle a pour but de regrouper les données scientifiquement validées de manière accessible et résumée. Et donc elle produit ce qu'on appelle des bilans critiques systématiques en évaluant les essais cliniques et en communiquant ces résultats sous une forme accessible aux médecins. Et donc ces travaux sont publiés dans une bibliothèque, la bibliothèque Cochrane, qui est accessible librement en ligne. Et depuis 2011, il y a une reconnaissance de cette organisation. Elle dispose d'un siège à l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quel est le positionnement épistémologique de la médecine basée sur les preuves? Donc, cette médecine, elle est clairement d'inspiration réaliste, parce que c'est la confrontation avec le réel, via des suivis de cohorte, via des essais cliniques, qui va déterminer l'efficacité d'un traitement, et ce ne sont pas des raisonnements explicatifs. Ce n'est pas la rationalité, le raisonnement qui détermine de l'efficacité d'un traitement. C'est vraiment la confrontation avec le réel. Et en cas de conflit entre des médecins, ce sont les preuves observationnelles qui servent d'arbitre objectif et neutre. Donc on est bien dans une épistémologie réaliste. Et comme on se focalise sur l'observation et les méthodes de collecte de données, ça rapproche quelque part du néopositivisme, qui privilégie la collecte de données, l'observation. Il y a également le fait qu'on effectue une réévaluation permanente de l'efficacité des traitements en fonction des données disponibles. Et donc ça rapproche le positionnement épistémologique de la médecine basée sur les preuves du falsificationnisme de Popper. On va toujours considérer que la théorie, que l'efficacité d'un traitement peut être remis en question. On va également, évidemment, faire, comme je l'ai dit, une hiérarchisation des preuves, et donc cette hiérarchisation, elle est clairement incompatible avec le relativisme. Et elle place les avis d'experts et l'intuition au plus bas de la pyramide des preuves, ce qui est clairement incompatible avec le constructivisme, qui fait de l'expérience et du vécu une preuve de très haute valeur. Alors, pour éviter les méprises, je veux quand même souligner que la médecine basée sur les preuves, elle n'a pas pour objectif de produire des nouvelles théories scientifiques explicatives ou de valider des théories explicatives. Donc ce n'est pas une nouvelle manière de faire de la science, c'est juste une manière plus scientifique de faire de la médecine. Et donc cette nouvelle forme de médecine, elle s'est surtout imposée en réaction à la faillibilité des études cliniques, leur manque de reproductibilité, la diversité des résultats, les fraudes, et donc c'est surtout une nouvelle méthode pour lutter contre les biais observationnels, et pour parvenir à une synthèse conclusive sur l'ensemble des données disponibles. Alors c'est une nouvelle approche médicale qui suscite pas mal de critiques, notamment pour les aspects très réductionnistes de la médecine basée sur les preuves. Mais ça, en fait, ce sont des critiques qui sont assez classiques, qui sont liées notamment à la sous-détermination des expériences ou au biais observationnel. En fait, c'est la critique que la médecine ne produirait pas des vérités absolues, des théories qui seraient parfaites. Donc ça, c'est une critique qui finalement s'applique à toute la science moderne et qui n'est pas du tout spécifique de la médecine basée sur les preuves. Alors une critique plus spécifique, c'est l'idée que la médecine basée sur les preuves découragerait la réflexion et la délibération chez les médecins. Donc c'est l'idée que la décision serait trop imposée par des lignes directrices et par des normes, et que ça aboutit à un rejet de l'intuition et de l'expérience personnelle. Ça, c'est vrai que c'est globalement le but de la médecine basée sur les preuves. Pas forcément rejeter l'intuition et l'expérience personnelle, mais la minimiser par rapport au consensus scientifique. En fait, la critique la plus
raisonnable, justifié, je dirais, de la médecine basée sur les preuves, c'est le fait que actuellement la plupart des essais cliniques sont réalisés par l'industrie. L'industrie doit faire la preuve de l'efficacité des médicaments, des traitements médicaux, et donc comme c'est elle qui doit en faire la preuve, c'est elle qui paye les essais cliniques. Donc là, il y a une source potentielle de conflit d'intérêts. L'idéal serait évidemment qu'on paye des experts neutres pour valider les essais cliniques. C'est déjà ce qui se passe en pratique dans certains cas, mais ce n'est pas encore systématique. Donc je disais que c'est une approche médicale relativement nouvelle, elle date des années 90, qui s'est surtout imposée à partir des années 2000, et donc elle amène également des réactions de rejet. Donc, juste pour la petite histoire, durant la pandémie de Covid-19, il y a eu une intense polémique sur l'usage de l'hydroxychloroquine dans le traitement de l'infection par le SARS-CoV-2. Et donc Didier Raoult, en faisant la promotion d'un traitement, l'hydroxychloroquine, il a fait cette promotion sans disposer de preuves basées sur des essais randomisés contrôlés. Et donc, pour défendre sa position, sa promotion de l'hydroxychloroquine, il a été amené à rejeter en fait les bases de la médecine basée sur les preuves. Donc, il a par exemple déclaré dans les médias que le médecin peut et doit réfléchir comme un médecin et non pas comme un méthodologiste. Donc ça, c'est un exemple très critiqué de réaction d'un scientifique de renommée à la médecine basée sur les preuves, qu'il a jugé trop tyrannique au niveau méthodologique. L'histoire lui a évidemment donné tort. La plupart des essais cliniques qui ont été réalisés par la suite ont montré que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace. Et donc, cette réaction de Didier Raoult est associée en fait à une relativisation des normes de la médecine basée sur les preuves. C'est notamment lié à l'idée, je le cite, que les méthodologistes auraient réussi à imposer l'idée que ces méthodes représentaient la raison, mais d'après Raoult, ce ne serait qu'une mode scientifique parmi d'autres. Et ça, c'est une position qui en fait a amené Raoult à épouser les principes postmodernes que je vous ai présentés dans le cadre de ce cours. Donc il a invoqué notamment Feyerabend, Kant, donc une épistémologie de type relativiste. Et c'est une rébellion qui a suscité la sympathie de pas mal d'académiques, notamment dans les sciences humaines, parce que c'était une rébellion qui allait dans le sens d'une perspective constructiviste. Parce que le constructivisme défend l'idée qu'un consensus scientifique est inacceptable parce que est forcément le résultat de luttes d'influence, parce que le consensus scientifique traduirait en fait des relations de dominance. Il servirait les intérêts d'une classe dominante, il serait instrumentalisé notamment par l'État. Donc ce sont toutes les idées de, par exemple, Michel Foucault, qui est un des auteurs postmodernes les plus importants. Et donc on a assisté à toute une série de controverses sur le sujet. Donc je vous signale ça juste pour vous souligner le fait que la médecine basée sur les preuves, si elle s'est imposée, fait toujours débat de nos jours. Donc par exemple à l'ULB, la philosophe constructiviste Isabelle Stengers a défendu la position de Didier Raoult et a considéré que la méthodologie de la médecine basée sur les preuves n'était entre guillemets pas acceptable. Donc je la cite dans un texte qui s'appelle « Le crime de Didier Raoult ». Le crime de Didier Raoult a été de refuser d'effectuer des essais en double aveugle, c'est-à-dire contre placebo, qui seuls sont censés permettre d'établir la valeur thérapeutique du traitement dont il annonçait l'efficacité. Monstration, qui plus est, entre les mains de l'industrie pharmaceutique, assez connaisseuse dans l'art de la prestidigitation. Faut-il être complotiste pour nourrir quelques doutes ? C'est une manière, entre guillemets, de critiquer la médecine basée sur les preuves, basée sur une épistémologie réaliste,
une position qui, pour Isabelle Stengers, qui est constructiviste, est inacceptable. Donc je voudrais quand même terminer en soulignant ici que l'utilisation de médicaments avec des preuves faibles, de faible niveau durant une pandémie, ça n'est évidemment pas sans conséquences. Donc si on prend par exemple l'utilisation de l'hydroxychloroquine, des études ont montré qu'elle a été associée à une augmentation de 11% du taux de mortalité. Donc ici, comme dans le cas du changement climatique par exemple, ou de la question concernant la possibilité de gagner une guerre nucléaire, je veux simplement souligner le fait qu'une approche scientifique est généralement la meilleure manière d'éclairer les prises de décision.